Et quoi, charmante Élise? Devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement que mes feux ont pu vous contraindre? Oh non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Mais à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer plus que je ne devrais. Que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Oh, mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Ah, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles. Ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles. Et donnez-moi le temps de vous convaincre parmi les 1000 preuves de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je crois que vous m'aimez d'un véritable amour. Et que vous me serez fidèle, je n'en veux point du tout douter. Alors pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins pleins de tendresse que vous me fites éclater après m'avoir tiré de l'eau. Et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps, ni les difficultés n'ont rebuté, mais qui, vous faisant négliger et parents et patrie, arrêtent vos pas en ces lieux et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Ah, c'en est assez à mes yeux pour me justifier l'engagement que j'ai pu consentir. Mais ce n'est pas assez peut-être pour le justifier aux autres et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de les justifier à tout le monde. Et l'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Et si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous les rendre favorables. J'en attends des nouvelles avec impatience, et je n'irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Ah, Valère, ne bougez d'ici, je vous prie. Et songez seulement à vous bien mettre dans l'esprit de mon père. Voyez comme je m'y prends, et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Sous quel masque je me déguise pour lui plaire, et quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse. Mais j'y fais des progrès admirables. Et j'éprouve que, pour gagner les hommes, il n'est pas de meilleure voie que d'encenser leurs défauts et applaudir à ce qu'ils font. La sincérité souffre un peu au métier que je fais, mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et quand on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi de vous gagner l'appui de mon frère, en cas que le valet s'avise à de révéler notre secret? On ne peut pas ménager l'un et l'autre. Et celui du père et celui du fils sont deux choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Et vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et savez-vous de l'intérêt qui est entre vous deux pour le jeter dans votre amitié. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler. N'allez découvrir de votre affaire que ce que vous jugerez à propos. Je ne suis pas sûre d'avoir la force de lui faire cette confidence. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur, en voulant plus en un mot, j'aime. Oh, vous aimez. Oui, j'aime.
Mais avant d'aller plus loin, je sais que vous n'êtes pas un père, que le nom de fils me soumet à sa volonté, que nous ne devons point engager notre foi sur le consentement de ceux de nos jours, qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion, et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car enfin mon amour ne veut rien écouter, et je vous prie de ne point me faire de remontrances. Vous êtes-vous engagé avec celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolu, et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Oh, suis-je mon frère, une si étrange personne? Mais non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs, et j'appréhende votre sagesse. Oh, ne parlons point de ma sagesse, je vous prie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serais-je à vos yeux bien moins sage que vous. On te sait qu'un drame comme le mien. Non, finissons auparavant votre affaire, et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable, et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne, et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère, qui est presque toujours malade, et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. Oh, mais j'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. J'ai découvert sous moi qu'elle ne soit pas fort accommodée, et concevez quelle peine se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans la puissance de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oh oui, mon frère, je conçois assez qu'elle doit être votre chèvre. Ah, ma sœur, elle est plus grande qu'on ne peut le croire. Je fais chercher partout pour ce dessin de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre paix s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux. Oh, il est vrai qu'il nous donne chaque jour de plus en plus raison de regretter la Sans mort de savoir. notre père. Éloignons-nous un peu pour acheter notre influence. Impossible ça! Ah! Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on décale de chez moi, maître furet filou, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable encore. Ouais, tu murmures entre tes dents, hein? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandar, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en attendre dans la rue. Ah, ne sois point planté dans la maison qu'on a piquée à observer ce qui se passe et à faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dans les yeux de Beauvais, assiège toutes mes actions, dévore ce que je possède. Furette de tout côté, pour voir s'il n'y a rien à voler. Oh, mais comment diantre ferait-on pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous enfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je renferme ce que bon me semble et fais sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce que l'on fait. Je tremble qu'il m'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point, Tom, à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Ah non, coquin, je ne dis pas cela. Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Oh, que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Ouais, tu fais le raisonneur, hein? Mais je m'en vais te bailler de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors vite encore une fois. Eh bien oui, je sors. Bah, attends. Ne m'emportes-tu rien, hein? Que vous emporterai-je? Ouais, viens ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà, Ouais. Les autres. Les autres? Oui. Oh, les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans, hein? Voyez vous-même. Ouais. Ces grands hauts de choses sont propres à devenir les receleurs des choses que l'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Ouais. Aucun homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles là de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire, ouais. Oh,
peste soit de l'avarice et des avarices. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis. Oui, qu'est-ce que tu dis? Oui, Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. oui. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des lâtres. Oui. Mais de qui est-ce que tu veux parler? Oh, mais de quoi vous mettez-vous en peine? Oh, je me mets en peine de ce qu'il faut. Oh, vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Eh bien, je parle. Hein? Je parle à mon poney. Ah, et moi je pourrais bien te parler à ta barrette. Enfin, m'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi, Je ne nomme personne. je te rosserai si tu parles. Ils se sont morveux, ils se mouchent. Que tairas-tu? Ah oui, malgré moi. Ah, tenez, encore une poche. Êtes-vous satisfait? Ah bon, rends-le-moi sans te fouiller. Mais quoi? Est-ce que tu m'as pris? Oh, mais je ne vous ai rien pris du tout. Ouais, assurément, hein. Assurément. Oh, adieu, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Ouais. Je te le mets sur la conscience au moins. Voilà un fondard de valet qui m'incommode fort. Et je ne me plais point à voir ce diable de boîte là. Certes, ce n'est pas une petite peine que d'avoir chez soi une grande somme d'argent. Ah, et bien heureux qui peut avoir tout son fait bien placé et ne conserve que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans une maison une cache fidèle. Oh, genre pour moi, les coffres forts ne sont stupéfiants. Je ne veux jamais m'y fier. Je les tiens justement une franche à bord d'un voleur. Et c'est pour la première chose là, que l'on va attaquer. Oui. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or chez soi, une somme. Au ciel, je me serais trahi. La chaleur je crois que j'ai parlé fort en raisonnant tout seul. Mais bien, qu'est-ce? Rien mon père. Il y a longtemps que vous êtes là. Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu, hein? Mon père. Là, Et quoi? ce que je viens de dire. Oui, si fait. Ah, pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez oui quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'ayez pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dis que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous notre bras, affaire. Plus à Dieu que je les eusse 10 000 écus. Oui, mais ce sont des Oh, choses. c'est une bonne affaire pour moi. Mais je pense que- J'en aurais bon besoin. Mais vous êtes- Seul à m'accommoder. Je crois pas. Et je n'irai pas comme je le fais en disant que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père. Vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de bien. Oh non! J'ai assez de bien. Mais ceux qui disent cela en Normandie, il n'y a rien de plus faux. Et ce sont des coquins là qui font courir tous ces bruits-là. Oh mon père, ne vous mettez point en colère, je vous prie. C'est tout de même étrange que les propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Et c'est en train de que de dire que vous avez eu bien. Oui! De pareilles dépenses. De tels propos seront cause qu'un jour on viendra chez moi pour me couper la gorge, dans la pensée que je suis tout cousu de piston. Et quelle dépense est-ce que je fais? Quel Est-il rien de plus scandaleux que ce sont que ces équipages que vous promenez par toute la ville? Je pleurais les guerres, professeur, hein? Mais c'est encore pire. Et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête. Il y aurait là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Toutes vos manières me déplaisent fort, hein? Et vous donnez furieusement dans le marquis. Mais pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Que sais-je, moi, pouvez-vous donc de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je me souviens de l'argent que je gagne. C'est fort mal fait, ça. Mais si vous êtes heureux, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez pour le retrouver plus tard. Mais je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête. Ouais, je vais gager qu'en ruban, il y a là du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 sols, 8 livres et 6 deniers. À ne les placer qu'aux deniers.
Ismaël, et parlons d'autres affaires. Oh Dieu, ils se font si bien l'autre. Et de me dérober ma bourse. Oh, mais que veulent dire tous ces gestes-là, hein? Nous marchons donc, mon frère et moi, à qui vous parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Ah, et j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous les deux. C'est de mariage, mon père, dont nous désirons vous parler. Ah, mais c'est de mariage aussi dont je veux vous entretenir. Oh, mon père! Oh, pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire part à tous deux de la façon dont vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez pas. Je sais ce qu'il faut à tous les deux. Et vous n'aurez aucun lieu de vous plaindre de ce que je prétends faire. Mais, pour commencer par un bout, allons-vous, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne, qui ne loge pas loin d'ici, hein? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie, Toute honnête et pleine d'esprit. son air, sa manière. Admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songe à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Elle a toute la mine de faire un bon ménage. Sans doute. Et qu'un mari aurait toute satisfaction avec elle. Assurément. Oui, il y a quand même quelque chose, c'est que je crains qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Mon père, le bien n'est pas considérable parce qu'il risque d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Enfin, ce qu'on peut dire à cela, c'est que si on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien net, vous avoir mes sentiments. Car son maintien honnête, sa douceur, m'ont gagné l'âme, et je suis résolu de l'épouser. Pourvu que j'y trouve quelque bien. Hein? Comment? Vous êtes résolu, dites-vous. D'épouser Maria. Mais qui? Vous? Mais quoi? Moi? Mais que veut dire cela? Il me brille tout d'un coup un éblouissement et je me retire ici. Oh, allez, cela ne sera rien. Allez dans la cuisine, prends un grand verre d'eau fraîche. Ne voilà pas de mesdames oiseaux siffluer, que des poules. Ah, c'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Et quant à ton frère, je lui réserve une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Arrête. Et toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme? Oui, c'est un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux pas me marier, mon père. S'il vous plaît. Et moi, ma petite fille mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Ah, mais je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai pas. Oui, je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir, Dès ce soir. cela ne sera pas mon père. Ah, mais cela sera, ma fille. Non, Si. non, vous dites. Si, vous dites. C'est une chose où vous ne me réduirez point. Chose, je te réduirai. Mais je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras pas et tu l'épouseras. Mais a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà, Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous fassions juge de cette affaire? J'y consens. Bon, te rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Ah, voilà qui. Oh, ça, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison, de ma fille ou de moi. Ah, c'est vous, monsieur, sans contredit? Ouais, mais sais-tu bien de quoi nous parlons là? Non. Non, mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquille peut étonner qu'elle a la garde de le prendre. Mais que dis-tu de cela? Ce que j'en dis. Ouais. Avec moi. Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment. Et que vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi, n'a-t-elle pas tort tout à fait? Comment? Le Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, tout sage, posé et fort à tout mener. Et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Saurait-elle mieux rencontrer? Assurément. Mais elle pourrait peut dire que c'est un peu précipité les choses. C'est une occasion qu'il faut saisir aux cheveux et je trouve là un avantage qu'ailleurs ne trouverait pas. Oui, mais
s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Des plus beaux. Voyez-vous, vous avez une raison tout à fait convaincante, il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Absolument, ça ne sans point de contradiction. Et il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on peut croire, et qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie. Sans dot. Vous avez raison, voilà qui décide de tout, la s'entendre. Et il y a des gens qui vous pourraient dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute à laquelle il faut avoir de l'égard. Et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur, de sentiments peut rendre un mariage sujet à des accidents fâcheux. Sans dot. Mais il n'y a pas d'explication, on le voit bien. Et ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui préféreraient ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, et qui ne voudraient pas les soumettre à l'intérêt, et comme on pourrait en voir. Sans dot. Il est vrai, cela ferme la bouche à tout. Sans dot, le moyen de résister à une raison comme celle-là. Il me semble que j'entends un chien qui aboie. Ne serait-ce pas qu'on en voudrait à mon argent. Ne bougez, je reviens tout à l'heure. Non, Vous moquez-vous, Valette, de lui parler comme vous le faites. c'est pour ne pas l'écrire et en venir mieux à vous. Faites semblant de consentir à tout ce qu'il voudra, vous en viendrez mieux à nos femmes. Mais c'est ce mariage, Valette. On cherchera des pieds pour le rond. Mais s'il se doit conclure ce soir. Il faut demander un délai. Et femme de quelque maladie. Mais l'on découvrira la fin si l'on fait appel à des médecins. Oh, vous moquez-vous, ils connaissent quelque chose. Non, vous pourrez avec eux avoir quel mal vous voudrez. Ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient. Tout va comme il faut. Dieu merci. Votre dernier recours est que la fuite peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour bel et lisse est capable d'une fermeté. Oui. Il faut qu'une fille obéisse à son père. Et elle ne doit pas regarder comme un mari le fait. Et quand la grande raison de sans dot s'est rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà bien parlé que cela. Pardon, monsieur, si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je le fais. J'en suis ravi et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Et tu as beau fuir, je lui donne sur toi le pouvoir que le ciel m'a donné. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Presla, résiste à mes remontrances. Monsieur, je vais un peu la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Tu m'obligeras. Non, il est bon de tenir toujours la bride haut. Oui, il est vrai, il faut le Vous n'êtes pas en train, je crois que je viendrai à vous. Je vais aller faire un petit tour en ville et je reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qui vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Et sans dot, tout est renfermé là-dedans. Sans dot, il y a lieu de naissance, de jeunesse, de beauté. Ah, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Bien heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors, m'a appelé moi. Comment va notre affaire? Les choses presque plus que jamais. Et depuis que je vous ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père amoureux? J'ai douté bien que tout le monde a laissé le trou, cette nouvelle mamie. Oh, lui se mêlait d'aimer, mais ça moque-t-il du monde? Il a fallu pour me pécher que cette passion lui soit venue en tête. Oh, mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Oui, donnez-moi de soupçons. Et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse en fait? Ma foi, La fin ne se fera point. pardonnez-moi, mais notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, oh, agissant les pincettes, dit qu'il a fait rage pour Vous vous. serez les 15 000 francs que je vous demande. Oui, mais à quelques petites conditions et qu'il faudra que vous acceptiez. Ça se fait parler à celui qui doit prêter l'argent. Non, cela ne va pas de la sorte. Il met encore plus de soin à se cacher que vous et on ne veut pas du tout dire son nom. Et on doit l'accoucher avec vous aujourd'hui pour être instruit de votre bien et de votre famille. Mais je ne doute pas que le seul nom de votre père rende les choses Et faciles. principalement notre mari morte dont on ne peut me le bien. Voici quelques petits articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour vous être livré avant que de rien faire.
supposer que le prêteur voit toutes ses sûretés, que l'emprunteur soit majeur, et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras. On fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qui se pourra, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Le prêteur, pour ne changer sa conscience aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au dernier 18, parbleu, il n'a pas de se plaindre. C'est vrai. Mais comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter de l'eau. Mais comment tu que je vois? J'ai besoin d'argent, il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a autre chose. Ce n'est qu'un tout petit article. Et dès 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Tu veux dire cela? Et dès le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds avec 6 chaises et doublé d'un petit taffetas changeant rouge et bleu, plus un pavillon à queue avec le mollet et les franges de soie. Tu veux dire que je fasse de cela? Attendez! Plus une tenture de tapisserie des amours de Gombeau et de Massé, plus une grande table de bois de noyer. Tu la ferme, Donnez-vous patience. Plus 3 mousquets tout garnis de nacre de perles, plus un fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller. Doucement. Plus un luth de Bologne garni de toutes ses cordes, au peu s'en faut. Plus un trou madame et un damier avec un jeu de loi fort propre à passer le temps lorsque l'on a que faire. Plus une peau de Mais je lézard. passe du tout. Le traître. Je n'avais pas 200 écus pour cela. Et cependant, il faut bien me résoudre à conscientier à ce qu'il veut, car il est en état de me faire tout accepter, et il me tient le scélérat, le poignard sur la gorge. Voilà où sont réduits les jeunes gens par la bénite avarice des pères, et on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'il meure. À vous dire vrai, il me donnerait par ses procédés des tentations de le voler. Et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Montre-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires le pressent l'ont trouvé, il en passera par tout ce que vous en prescrivez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y ait rien à péricliter? Et connaissez-vous bien le nom, les biens, la famille de celui qui vous parlez? Non, et ce n'est que par aventure qu'on m'a adressé. Donc tout ce que je saurais dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de merdage, et qu'il s'obligera, si vous le voulez, que son père mourra avant qu'il soit 1000 mois. C'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous impose de faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Oui, cela s'entend, oui. Que veut dire cela? Notre maître Simon qui parle à votre père? Le maître avec qui je suis, et seul que pour me trahir. Oh, ça! Mais vous l'avez bien fait, et qui vous a dit que c'était séant? Ah, ce n'est pas par monsieur, au moins, qu'il aurait découvert votre nom et votre logis. Mais, à mon avis, il n'y a pas de mal à cela, car ce sont des personnes très discrètes, et vous pouvez ici vous l'expliquer ensemble. Comment? Eh bien, monsieur le jeune homme et la personne qui veut vous emprunter les 18 000 livres dont je vous ai parlé. Comment, Brandard? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités. Que mon père, c'est vous qui vous portez à son deux actions. C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables. C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des décisions si criminelles. N'as-tu point de honte, dis-moi, et oses-tu paraître devant moi? Vous avez mis un cela vous montrer aux yeux du monde. N'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à de pareilles débauches? Qui est le plus criminel d'après vous? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin, ou celui qui vole un enfant dont il n'a que faire? Retire-toi et ne t'échauffe pas les oreilles. Je ne suis pas fâché de cette aventure. Et ce n'est qu'un avis de tenir l'œil, plus que jamais, sur toutes ces actions. Monsieur? Attendez, je vais venir vous voir dans un moment. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. Oh, l'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il y ait quelque part un ample magasin de hardes, car nous n'avons bien reconnu aux mémoires que nous avons. Hé, c'est toi mon pauvre la flèche. D'où vient cette rencontre? C'est toi, Frosine, et que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs, m'entre maître d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qui m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère réconfort. Oh,
bien fine tu seras si tu en tires quelque chose. Oh, il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Non, je suis votre valet et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Oh, oh. Le seigneur Harpagon de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Ah, des louanges, de l'estime, de la bienveillance en parole, tant que vous voudrez. Mais de l'argent, point d'affaire. Il n'y a rien de plus sec et de plus aride que ces bonnes grâces et ces caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion, qui ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le beau jour ». Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle ici. Oh, je te défie d'attendrir du côté de l'argent, l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde. En un mot, il aime l'argent beaucoup plus que réputation, honneur et que vertu. Et la seule vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles. Je crois qu'il arrive. Je me retire. Ah, tout va comme il faut. Ah, eh bien, qu'est-ce, Frosine? Oh, jamais je ne vous viens ainsi frais, si gaillard. Oh, tout de bon. Comment vous n'avez vu de votre vie aussi jeune que vous êtes? Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Oui, cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans, on l'a bien pu voir. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Ah, il est vrai, mais 20 années de moins que je crois ne me feraient point de mal. Ne vous moquez-vous. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes d'une patte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà, entre vos deux yeux, un vrai signe de longue vie. Tu te connais à cela? Oh, sans doute. Donnez-moi votre main. Donnez-moi votre main. Prêtez-la-moi. Oh mon Dieu, quelle ligne de vie. Oh, ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6 pas. Oh, est-il possible? Oh, oui, il faudra vous assommer, vous dis-je. Et vous mettrez enterrer vos enfants, et les enfants de vos enfants. Eh bien, tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il demander? Et me voit-on mêlé de rien, dont je ne viens à vous? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait sans doute pas de grande difficulté à cette affaire-là. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous, et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à l'avoir passé dans la rue, et prendre l'air à sa fenêtre. Et qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie, et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle a consenti sans peine, et me l'a confié pour cela. Oui, c'est que je suis obligé, Frosine, de donner un souper au seigneur Anselme. Et j'aurais été bien aise qu'elle soit du régal. Mais vous avez raison. Elle doit, après dîner, rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un petit tour à la foire. Et ensuite, venir au souper. Elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Oh ben voilà justement son affaire. Dis-moi, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Car encore des poussons poétiques sans qu'elle apporte quelque chose. Mais comment? C'est une fille qui nous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Mais oui! Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre
de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle il ne faudra par conséquent ni table bien servie, ni conso des exquis, ni toutes les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qui ne montent bien tous les ans à 3000 francs. Pour le mois. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propre décor simple et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux ou d'autres pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut bien 4000 francs par an de plus. Elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu 20 000 francs de cette année. Mais n'en comptons rien que le cas. 5 000 francs au jeu par an et 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 livres bien comptés? Ce n'est pas mal, hein? Oui. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Oh, pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de réel qui vous apportait en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure, et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? Mais c'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera pas. Et je n'irai point de débitance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont vu bien que vous serez le maire. Il faut voir cela. Il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois. Et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables et ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de bon âge ne soit point de son goût. Mon Dieu, que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais adoptée. Elle a une aversion épouvantable pour les jeunes gens. Et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme, mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Elle veut que l'on soit tout au moins sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore, étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui! Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour l'aîné qui porte des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Hein? Et cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris, des Apollos? Non, de beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchise sur les épaules de son fils. Oh, mais cela est incroyable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. Ah, en effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Moi, je crois bien. Voilà de belles drogues que ces jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelurons pour donner envie de leur peau. Mais je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Mais pour moi, je n'y en comprends rien. Et je ne sais comment, il y a des femmes qui les aiment tant. Peut-être folle fiefée. Trouver la jeunesse aimable. Mais savoir le sens commun, sens des hommes que ces jeunes blondats, et peut-on s'attacher à ces animaux-là? Mais c'est ce que je dis tous les jours. Avec leur ton de poule laitée, leur gros bras de barbe, leur énorme barbe de chat, leur perruque d'étouffe, leur peau de chose tout en braille, et leur estomac débraille. Oh, et cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela, c'est ainsi qu'il faut être fait, vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Ah, comment? Vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu. Oui, oui, oui. Oh, il ne se peut pas mieux.
Oh, je n'ai point de grand. Et il n'y a que ma fluxion qui me prenne de temps en temps. Oh, cela n'est rien. Et votre fluxion, c'est loin mal. Vous avez grâce à tousser. Mais dis-moi un peu, Marianne, ne m'a-t-elle point encore vu? Non. Mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai dressé un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Oh, tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, vous lui plairez. Elle sera charmée de vos deux choses attachées au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant ébruité sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me fais plaisir de dire cela. En vérité, monsieur, ce procès pour moi d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruiné si je le perds, et quelques petites assistants pourraient rétablir mes affaires. J'aurais voulu que vous eussiez vu le ravissement où elle était à l'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités, et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême devant ce mariage entièrement conclu. Ah, Frosine, tu m'as fait grand plaisir et je t'avais, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches, hein. Je vous assure que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je donnerai ordre que le carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai point si je ne m'y voyais forcé par la nécessité. Et je ferai en sorte que l'on soupe de bonheur pour ne vous point faire malade, hein. Ne refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Je m'en vais. Oui. Voilà que l'on m'appelle, hein. Jusqu'à tantôt. Que la fièvre de ce chien devienne à tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pourtant pas quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, dont je suis assurée de tirer votre récompense. Approchez la Mirluche. Commençons par vous. Ouais. Vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Hein. En plus, je vous constitue pendant souper au gouvernement des bouteilles. Et si ça en casse quelque chose, hein, ou s'il se perd quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Châtiment politique? Hein? En plus, je vous établis dans la charte de prince sénévère et de donner à boire. Que non pas pour lassitude de ces impertinents de valets à qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire. Je n'y songe pas, non. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois. Et vous vous souvenez de servir toujours beaucoup d'eau, hein. Le vin pur monte à la tête. Quitterai-je mes chiconis, monsieur? Oui, quand vous verrez venir les personnes. Et surtout, gardez bien de garder vos habits. Enfin, monsieur, vous savez bien que j'ai le pourpoint tout couvert de grandes taches de l'huile et de la lampe, que j'ai mes de choses que vous trouvez par derrière, et qu'on me voit révérence parler, quand je fais comme ça. Ah, c'est! Mais rangez cela adroitement le long de la planche et présentez toujours votre devant au monde. Ah,
et mettez votre chapeau ainsi lorsque vous servirez. Oh, allez, hop. Ah oui, vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira et mon regard qui ne sent pas aucun dégât. Cela s'y est bien envie, hein. Oui, et cependant, préparez-moi bien à recevoir ma maîtresse qui doit venir visiter et aller avec vous à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis? Oui, mon père. Oh. Et vous, mon fils, le damoiseau, as-tu j'ai la bonté de pardonner l'affaire de ton dos? Ne vous allez pas accuser non plus de lui faire mauvais visage. Mon père, mauvais visage, et par quelle raison? Oh, on sait bien le train des enfants dont les pères se remarient, et de quel œil ils ont coutume de regarder ce que l'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière Frodère, je vous recommande de lui faire le meilleur accueil qui vous sera possible. Ah, vous direz vrai, mon père, je ne puis pas vous prêter à notre viennaise qui est ma belle-mère. Hein? Je vous mentirais si je le disais, mais vous verrez que vous n'avez pas sujet de vous plaindre de moi. Ouais. Et vous ferez. Bien. Ouais. Allez. Faites-moi un peu ceci. Ouais. Maître Jacques, approchez. Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou à votre cuisinier que vous m'avez parlé? Parce que je suis l'un et l'autre. Oh, mais c'est pas tous les deux. Ah oui, mais à qui des deux le premier? Ah, au cuisinier. Attendez un moment, s'il vous plaît. Quel diable de cérémonie est-ce là? Oh là. Vous n'avez qu'à parler, hein? Je me suis engagé, maître Jacques, à donner à souper ce soir. Oh! Grande merveille! Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Ah oui! Ah oui, oui, oui! Oh oui! Ah! Ah oui! Si vous nous donnez bien de l'argent. Oh, que diable! Toujours parler d'argent, de l'argent, de l'argent, ils n'ont que cela dans l'esprit, de l'argent, ils n'ont que ce mot à la bouche. Hein? C'est là leur épée de chevet, de l'argent! J'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Ouais. Ah, voilà une grande merveille, faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est la chose la plus aisée au monde. Seulement, pour agir en habit d'homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère! Eh bien, monsieur l'intendant, vous serez bien obligé de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien pour l'océan d'être le factotum. Oh, mais taisez-vous! Ah! Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faudra? Voici monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Oh, je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? Ah, oui, nous serons 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que pour 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Oui, ça s'entend. Eh bien, il faudra 4 grands potages, 5 assiettes d'entrée, quelques petites perdrix grillées. Que diable avec voilà pour traiter toute une vie entière. Des robots, Oh, tu me manges bien là. des entremets. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous en recueillir les préceptes de la santé. Et voyez s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Oui, il a raison. Allez-vous-en, maître Jacques, vous et vos pareils. Apprendre que c'est un coupe-gorge, une table remplie de trop de viande. Parce que pour se montrer ami de ceux qu'on invite, il faut que la frugalité règle dans les repas qu'on donne. Et que selon le tir d'ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Ouh, mais que cela est beau. Approche que je t'embrasse pour ce nom. C'est la sentence la plus belle que j'ai jamais entendue de ma vie. Oh, il faut vivre pour manger. Ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis exactement là? Il faut manger pour vivre, et non point vivre pour manger. Voilà, entendu. Quel est le grand homme qui a dit cela? Moi, je ne me souviens pas maintenant de son nom. Je me souviens comme d'écrire ces mots. Je vais le faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Il ne manquerait pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire, j'en ai jamais les choses comme il faut. Fais. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on mange peu et qui rassaisient. Quelques bons gros haricots bien gras, avec quelques pâtés en pot bien garnis de paroles, que ça foisonne, hein. Venez-vous sur moi. Mais
Maître Jacques, il faudra nettoyer mon carrosse. Ah, ceci s'adresse à votre cocher. Donc je vous demande de patienter un peu. Vous dites... Je dis qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir les chevaux prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur, mais ils ne sont pas du tout en état de marcher. Je ne dirais pas qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont plus. Mais vous leur faites mener des jeux si austères que ce ne sont plus des idées, des fantômes, des façons de chevaux. Oh, vous le voilà bien malade. Ils ne font rien. Ah! Et pour ne faire rien, ne faut-il rien manger? Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, c'est de la tendresse, moi, pour mes chevaux. Et c'est être d'un naturel bien dur que de n'avoir nulle pitié de son proche. Le travail ne sera pas bien grand d'aller jusqu'à la foire. Je n'aurai pas le courage de les mener, et j'aurai conscience de leur donner des coups de fouet. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse qu'ils ne peuvent se traîner eux-mêmes? Monsieur, j'obligerai le voisin Picard à se charger des menées. Aussi bien nous fera-t-il besoin pour arrêter le secours. C'est mieux. Je préfère qu'ils meurent sous la main de l'autre que sous la mienne. Monsieur Maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Paix. Ah, monsieur, je ne saurais souffrir des flatteurs. Et je vois bien là que ce qu'il en fait, que ce contrôle perpétuel sur le pain et le vin, le bois, le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous gratter et vous faire la cour. J'enrage de cela. Et je suis bien fâché d'entendre tous les jours ce qu'on dit de vous, un peu partout. Car enfin, je ressens de la tendresse pour vous, en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Et pourrais-je savoir de vous, Maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâchât pas. En aucune façon. Je sais très bien que je vous mettrais en colère. Point du tout, au contraire, c'est me faire plaisir. Et je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi. Ah. Oh, eh bien, puisque vous le voulez, eh bien, je vous dirai franchement qu'on se moque un peu partout de vous. L'un dit, vous avez toujours une querelle toute faite, toute prête à faire à vos valets au moment des étrennes, pour vous donner raison de ne leur donner rien. Et un autre compte qu'un jour vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Un autre encore, qu'on vous surprit une nuit en allant dérober vous-même la vanne de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, vous êtes la femme et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous le nom d'avare, de ladre, de vilain et de fesse Mathieu. Ah, attention, un coquin impudent. Monsieur n'avait pas deviné. Je vous ai dit, de vous dire la vérité. Apprenez à parler. Oh. À ce que je puis voir, Maître Jacques, on fait bien mal votre franchise. Morbleu. Monsieur le nouveau venu qui fait l'homme d'importance. Ce n'est pas votre affaire. Oh. Non. Riez de vos coups de bâton quand on vous entendra. Et ne venez pas rire des miens. Allez, Maître Jacques, ne me fâchez pas, je vous prie. Ah, il file doux. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Doucement. Doucement. Grâce. Oh, vous êtes un impertinent. Monsieur Maître Jacques. Il y a de monsieur Maître Jacques. Et si je prends un bâton, je vous rasserai d'importance. Attendez-vous. Non, je n'ai pas dit cela. Ah, prenez Maître Jacques, que je suis à vous brosser vous-même. Et je ne sais bien. Vous êtes pour tout potage qu'un fracas de cuisinier. Je ne doute pas. Mais vous ne me connaissez pas Oh, encore. je vous demande pardon. Rassurez-vous. Oh, c'était une raillerie. Moi, je ne prends pas part à ces railleries. Apprenez que vous êtes Oh, peste soit la sincérité. Désormais, je ne veux plus dire vrai. Oh, passe encore pour mon maître, il a quelque droit de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai si je peux. Oh, Savez-vous, Maître Jacques, si votre maître est au logis? ah oui, ça je le sais. Et je ne le sais même que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici
J'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous aimeriez embrasser. Et je connais à votre mine que ce jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quelle il est? Non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est d'un air à se faire aimer, et que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables, et des corps bien leur fait. Et la plupart sont gueux comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas bien leur compte du côté que je dis, et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Et cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toutes choses. Mon Dieu, Fousine, c'est une étrange affaire lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous? Vous l'épousez aux conditions qu'il vous laisse veuve bientôt. Et ce doit être l'un des articles du contrat. Ce serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Mais le voici en propre personne. Mais c'est avec des lunettes qu'on contemple les astres. Rosine, elle ne dit mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. Ce qu'elle est toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Oh, tu as raison. Belle mignonne, voilà ma fille qui vient vous visiter. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez vu, madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande, hein? Mes mauvaises herbes croient toujours. Oh, l'homme déplaisant! Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Oh, quel animal! Oh, ce sont des enfants très réfléchis. Je n'ai plus que tenir. Voilà mon fils aussi, qui vous vient faire la révérence. Rosine, quelle rencontre! C'est justement celui dont je te parlais. L'aventure est merveilleuse. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants. Mais je serai défait de l'un et de l'autre. Madame, à dire vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessin qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire de plus haut choix, et que ce n'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurais pas que je me réjouis du dessin, que vous pourriez être de devenir ma mère. Mais que c'est un mariage, madame, vous vous imaginez bien que vous devez avoir de la répugnance, et que si les choses dépendaient de moi, cette hymen ne se ferait point. Voilà un compliment bien impertinent, mais quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales. Et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir un beau-fils. Et si je m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine. Elle a raison. À sourd compliment, il faut une réponse de même. Hein? Oh, je vous demande pardon, belle mignonne, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Oh, je vous assure que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé. Au contraire, il m'a fait le plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. Oh, mais c'est trop de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Vous ferez qu'il changera de sentiment, hein? Non, mon père, je ne suis pas capable de le changer, et je prie la sœur madame de le croire. Vous voyez quelle extravagance, et il continue encore plus fort. Vous que trahisse mon cœur? Encore? Avez-vous fini? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffre madame, que je me mette ici à la place de mon père, et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous, et que le titre de notre époux est de gloire et de félicité, que je préférerais au destin des plus grands princes de la terre. De
doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous, madame. J'ai une langue pour expliquer moi-même, et je n'ai point besoin d'un interprète. Allons, on donne des sièges. Non, il vaut mieux que de ce pas, nous allions à la foire afin d'en revenir plus tôt pour avoir tout notre temps ensuite de vous entretenir. Oh, mais alors, qu'on mette les chevaux au garde, ça. Oh. Je vous demande pardon, belle mignonne, si je n'ai point songé à vous faire donner une petite collation avant que de partir. J'y ai pour nous, mon père. Et j'ai fait apporter ici quelques bassins dans la machine, de citronneuses de confiture que je vais écrire de votre part. Votre Valère, Il a perdu du sang. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ça ne sera pas assez? Madame m'aura demandé d'expliquer cela, s'il vous plaît. Oh, c'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un rubis plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? Oh, il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyez de près. Oh, il est fort. Mais j'ai continué de feu. Et dis, madame, quelle est notre belle main? C'est à présent que mon père vous a fait. moi. Est-il vrai, mon père, que vous souhaitez que madame le garde pour l'amour de vous? Comment? Mais demande, il me fait signe de vous le faire Mais je accepter. peux pas. Moquez-vous, il a qu'à te le prendre. Oh, j'enrage. Non, vous dis-je, le forcer. De grâce. Pas du tout. Oh, peste soir. Vous voilà que c'est scandalise notre refus. Oh, frère. Vous voyez que c'est désespéré. Bourreau que tu es. Ouais, c'est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais vous êtes obstiné. Panda. Cette cause, madame, que mon père me querelle. Oh, le coquin. Vous ferez tout me malade. Bon, grâce, madame, ne résistez pas davantage. Mon Dieu, que de façon, gardez la balle, puisque monsieur le veut. Pour ne pas vous mettre en Ah. colère, je la garde maintenant. Et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. Oh, mais dis-lui que je suis empêché pour une autre fois. Mais il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je reviens dans un moment, hein. Vite, monsieur. Je suis mort. Le traître, assurément, a reçu de l'argent de mes débiteurs pour faire rompre le cœur, ça ne va Non, rien. ne voulez pas, non, monsieur, mais je croyais bien faire. Mais que viens-tu faire ici, bourreau? Vous dire que vos 2 chevaux sont déférés. Oh, pour le mettre chez le maréchal. En attendant qu'il soit ferré, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis, et comme dire madame dans le jardin, je ferai porter la collation. Valère! Monsieur. Et un peu l'œil et ceci. Et prends garde, je vous prie, de m'en ramener le plus chez le marchand. Prenez-vous sur moi. Ah, fils impertinent! À qui envie de me ruiner? C'est pas fini. Pas fini. Entre ici, nous serons beaucoup mieux. Il y a pour nous personne de suspect, et nous pouvons parler librement. Oui, madame. Mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs qui peuvent causer de pareilles travesses. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. Oh, c'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de toujours me garder cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes de malheureuses gens l'un et l'autre, de ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire. Je vous aurais détourné cette inquiétude et n'aurais pas amené les choses où on voit qu'elles sont. Je me tue, c'est mauvaise destinée qui l'a vu ainsi. Méchant Maria, de quelle résolution sont les vôtres? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je formuler que des souhaits? Vous n'offrez pris pour moi dans votre cœur que de simples souhaits. Mais que voulez-vous que je fasse? Mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire. Avisez, ordonnez vous-même, je m'en remets à vous. Là, soumurez, disez-vous. Que saurais-je vous dire? J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours aidée avec une tendresse extrême, et je ne saurais me résoudre à lui donner des déplaisirs. Faites, agissez auprès d'elle, employez tous les soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? Dans ma foi, faut-il le demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine, et que je n'ai que trop de tendresse à rendre les petits services quand je vois des gens qui sont très en tout bien et en tout honneur. Mais que pouvons-nous faire à ceci? J'en peux, je te prie. Ouvre-nous tes lumières. Oh, trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est point tout à fait déraisonnable. Peut-être pourrait-on la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père.
Et le mal que j'y trouve, et que votre père est votre père. Cela s'entend. Mais oui, mais je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse, et qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Pour bien faire, il faudrait que le refus vînt de lui-même, et tâcher, par quelques moyens, de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Ben oui, j'ai raison, je le sais bien. C'est là ce qu'il faudrait. Mais le diable, c'est d'en pouvoir trouver les moyens. Attendez. Si nous avions quelques femmes, un peu sur l'âge, qui fût de mon talent, et jouaient assez bien pour contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse, que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurais assez d'adresse pour faire accroire à votre père que ce serait une personne riche, outre ces maisons de 100 000 écus en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait recevoir sa femme et lui donner tout son bien par contrat de mariage. Je ne doute point qu'il ne prête oreille à la proposition, car enfin, il vous aime fort, je le sais bien, mais il aime un peu plus l'argent. Tout cela, il faut bien penser. Laissez-moi faire, je crois me ressouvenir d'une de mes amies qui sera notre fée. Sans désirer voisine de ma reconnaissance et qui les avoue la chose. Mais Chandrenne, commençons aujourd'hui par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup que de faire rendre ce mariage. Faites-y de notre part, nous vous conjure tout l'effort qui vous sera possible. Je ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Ouais, mon fils baisse la main de sa prétendue belle-mère, et sa prétendue belle-mère s'en défend moins fort. Donc il y a quelques mystères là-dessous. Voilà mon père. Le carreau, c'est tout près, vous pouvez partir pour qu'il vous plaît. Puisque vous n'avez pas mon père, c'est mauvais les conduire. Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules et j'ai besoin de vous. Oh ça! Intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble. Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Alors. Mais encore? À vous en parler franchement, je ne l'ai pas trouvé ici, c'est que vous l'avez écrit. Son air est de franche coquelette, sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre et son esprit n'est plus commun. Bah, tu lui disais tantôt pourtant. Je disais que tout sera votre nom, mais c'était pour vous plaire. Ah, Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle. moi, pas du tout. Ah, bah, j'en suis fâché. Car cela rompt une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge, et j'ai pensé qu'on pourrait trouver à redire de me voir épouser une jeune personne. Oui, mais comme je l'ai fait demander, et que je suis pour elle engagé de parole, eh ben, je te l'aurais donné, sans l'aversion que tu témoignes. À moi, À toi, en mariage. en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas forte à mon goût, mais pour faire plaisir mon père, je me résoudrai à l'épouser si vous le voulez. Oh, je suis beaucoup plus raisonnable que tu ne le penses, et je ne veux point forcer ton inclination. Je vous demande pardon, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, non, un mariage saurait être heureux là où l'inclination n'est pas. C'est une chose qui peut-être viendra ensuite, et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, non, si tu avais senti quelque inclination pour elle à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi, mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. Eh bien mon père, puisque les choses en sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je l'ai vu à cette promenade. Que mon dessein était de vous donner pour femme, et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oui mon père, Beaucoup de fois. assez pour le temps qu'il y a. Et vous a-t-on bien reçu? Oui, fort bien, mais sans savoir qui j'étais. Et c'est ce qui a causé tantôt la surprise de Marianne. Lui avez-vous révélé votre passion et le dessein où vous étiez de l'épouser? Oui, j'en avais même fait quelque peu de vertu à sa mère. Et a-t-elle reçu pour sa fille votre déclaration? Fort civilement. Et la fille, là, correspond-elle fort à votre amour? Et si j'en dois croire les apparences, je me perçois mon père qui a quelque bonté pour moi. Oh, c'est mon fils! Savez-vous ce qu'il y a? C'est que vous devez songer, s'il vous plaît, à vous défaire de notre amour et à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi et à vous marier dans peu à celle qu'on vous estime. Oui mon père, ça c'est que vous me jouez. Et bien plus que les choses dans ce milieu-là, je vous déclare moi que vous n'écrirez point la passion que j'ai pour Marianne. Et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai notre secours qui peut être commun pour moi. Oh mon pandard, tu peux aller sur les brisés. C'est vous qui allez sur les miennes, et je suis le premier en date. Ne suis pas ton père, et ne me dois-tu pas le respect. Ça ne pas tisser les choses où les enfants sont obligés de déférer au père, et l'amour ne connaît personne. Je te ferai bien voir avec ton coup de bâton, Je vous menace de voir rien. Et tu renonceras à Maria. Pas du tout.
parler avec cette impertinence. Monsieur de grâce! Je ne répondais pas. Ah, et quoi? À votre père? Laisse-moi faire. Oh, et quoi? À votre fils? Encore passe pour moi? Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire, pour montrer comme j'ai raison. J'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser. Et le coquin a l'audace de l'aimer avec moi, hein? Il a tort. Oui, jamais un fils opposé à un chef au père ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laissez-moi lui parler et demeurez là. Eh bien oui, puisqu'il veut te saisir pour juge, je n'y recule point. Et je veux bien aussi me rapporter à toi, maître Jacques, de notre différend. Ce grand honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui est à neveu et reçoit vraiment les offres de ma foi. Et mon père s'avise de lier tout notre amour par la demande qu'il me fait faire. Il a tort, assurément. N'a-t-il pas de honte à son âge de songer à se marier? Lui si il est encore amoureux et ne devrait-il point laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison. Laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils se met à la raison. Il dit qu'il ne fait point refus de se soumettre à tout ce qui vous plaira, pourvu que vous lui donniez quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content. Ah, dis-lui, maître Jacques, que moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi. Et que, hors Marianne, je lui laisse choisir celle qu'il voudra. Très bien. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Il dit que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère. Et il est fort disposé à vous accorder tout ce que vous souhaitez, pourvu que vous sachiez lui rendre les déférences, les soumissions et les respects qu'un fils doit à son Ah, père. maître Jacques, tu peux t'assurer que, s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes, et que jamais je ne ferai autre chose que par ses volontés. Eh bien, tout est parfait. Il consent à ce que vous dites. Ah, mais tout va le mieux du monde alors. Tout est conclu. Il est content de vos promesses. Nous tiens à se louer. Allez, venez là tous les deux. Allez, vous n'avez plus qu'à parler maintenant. Vous êtes d'accord. Et vous alliez vous quereller, faute de vous entendre. Mon pauvre maître Jacques ne te sera obligé toute ma vie. Non, il n'y a pas de quoi. Ah, maître Jacques, tu m'as fait grand plaisir. Et cela mérite une petite récompense. Va, je saurai m'en souvenir. Je vous baisse les mains. Je vous demande pas de mon père de l'emportement que j'ai fait parler. Cela n'est rien. Je vous promets que vous n'êtes plus la du monde. Mais moi j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous, imbécile, ma faute. On oublie aisément la faute des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi? Nous gardons le classe du monde de toutes les extravagances. Oh, c'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusque au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi je te promets qu'il n'y a aucune chose que tu n'obtiennes de moi. Mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assuré que vous nommez Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez eue de m'accorder Marianne. Mais qui te parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père. Enfin, c'est toi qui as promis et qui renonçais. Vous pouvez renoncer. Oui? Pas du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre. Au contraire, je supportais plus que jamais. Oh mon pandard de chef! Rien ne peut me changer. Oh, laisse-moi faire! Je suis là. Je te défends de me jamais voir. Ouais, je t'abandonne. Je te renonce, mon fils. Soit. Je te déshérite. Tout s'il vous plaira. Je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dos. Ah, monsieur, je vous trouve à propos. Suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, je vous dis, nous sommes bien loin. Voilà notre affaire. Quoi? Je l'ai guigné tout le jour. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment tu fais? Ah, je vous explique. Là, je l'entends. Suivez-moi. Voilà ça sort. Oh, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé ma gorge. On m'a dérobé mon argent. Oh, mais qui peut faire? Où est-il? Qu'est-il devenu? Où se cache-t-il? Oh, que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? Ah! Et tes poings là, hein? Ah! Et tes poings ici? Ouais, qui est ça, hein?
Ouais, rends-moi mon argent, coquin. Oh, c'est moi. Mon esprit est tombé. Et j'ignore où je suis. Qui je suis. Est-ce que je suis. Et là, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi. Et puisque tu me l'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Oh, tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Oh, ça n'est fait. Ça n'est fait. Ah, je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré là. N'est-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous là? Hein? Ah, ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure, et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Allons, sortons! Je veux aller guérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi! Ouais! Que de chance assemblées! Je ne jette les regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur, hein? Ouais. De quoi est-ce qu'on parle là, hein? De celui qui m'a dérobé, hein? Ah! Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? Il se détend. Si l'on sait les nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Petit point là, caché parmi vous. Ouais, ils me regardent tous, hein. Ouais, et se mettent à rire, hein. Mais vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Ouais. Allons, des commissaires, des archers, des prévôts, des jeunes, des potences et des bourreaux. Je veux faire tendre le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. C'est mon métier, Dieu merci. Et ce n'est pas aujourd'hui que je me mêle des vols. Et je voudrais avoir autant de 5 000 francs que j'ai fait prendre personne. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si l'on ne me fait retrouver mon argent, je demanderai justice. De la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette Oh, 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol considérable. Ouais, il y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées seront plus en sûreté. En quelles espèces était cette somme? En moniteur et en pistole castré sous chante. Et qui soupçonnez-vous de ce vol? Tout le monde. Je veux que vous fassiez prisonnier la ville et les faubourgs. Vous y m'en croyez n'effaroucher personne. J'ai doucement d'attraper quelques preuves, afin de procéder après par la rigueur. Au recouvrement du denier d'une identité nouvelle. Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me lui fasse griller les pieds, qu'on me le jette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Mais qui? Celui qui m'a dérobé? Je parle d'un cochon de lait que votre intendant vient de m'apporter, et je vais vous l'accommoder à ma fantaisie. Il n'est pas question de cela. Et voilà, monsieur, à qui il faut parler d'autre chose? Vous êtes épouvantez de moi. Je suis presque organisé. Les choses vont par douceur. Monsieur est de votre soupe. Si mon cher ami ne rien cacher. Non, quand même. Je vous montrerai tout ce que je sais faire, et je vous traiterai du mieux qui me sera possible. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je le voudrais, c'est la faute de monsieur votre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Oh, ma traître, il n'est pas question de souper. Je veux que tu me dises
des nouvelles de l'argent que l'on m'a pris. On vous a pris de l'argent. Oui, coquin, et je m'en vais te faire pendre si tu me le rends. Mon Dieu. Ne traitez point. Je vois bien Sabine qui te l'étonne. Et que sans se faire mettre en prison, découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous vous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous serez récompensé comme tout par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent, et il n'est pas que vous ne sachiez quelque nouvelle de cette affaire. Hein? Voilà tout à fait ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant. Depuis qu'il est entré séant, il fait la loi, on n'écoute que ses paroles, et j'ai encore sur le cœur les coups de bâton de tantôt. Ouais, qu'as-tu ruminé là? Laissez le faire, il se prépare à vous contenter. C'est bien dit qu'il était honnête homme. Eh bien, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Ouais. Lui qui me paraît si fidèle. À lui-même, oui, je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui, je le crois. Je le crois sur ce que je le crois. Mais c'est nécessaire de dire ce que vous savez. Oui, l'as-tu vu rôder autour du lieu? J'avais mis mon argent. Ah oui! Ah oui! Et vous l'aviez mis où, votre argent? Dans le jardin. Oui, justement, je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce qu'il était, votre argent? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Oh. Et comment a-t-elle fait cette cassette? Je connais bien si c'est la mienne. Oui. Comment elle est faite? Elle est faite... Oh, comment elle est faite? Elle est faite comme une cassette. Alors, monsieur Lassanta, mais dépeignez-la un peu pour voir. Oh, c'était une grande cassette. Ah, celle qu'on m'a volée. Elle est petite. Oui, en petite, ça on entend par là, mais moi je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? Oui, elle est d'une certaine couleur. Elle est de couleur... là... oh, ne sauriez-vous m'aider à le dire? Elle était de couleur... ah! Oui, elle était de couleur... oh! Rouge! Oh, non, gris! Gris-rouge, c'est ce que je voulais dire. Oh, c'est elle! Il n'y a pas de doute! Oh, monsieur, écrivez sa déposition, là! Non, surtout, n'allez pas lui dire que c'est moi qui vous ai découvert la chose. Approche! Tiens, confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui ait jamais été commis! Oui, monsieur! Oh, tu ne rougis pas de ton crime, hein? Quel crime veux-tu parler? De quel crime je veux parler? Infâme! Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser et on vient de m'apprendre tout. Ah, monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point prendre de détour et vous nier la chose. Oh, ai-je deviné sans y penser? C'était mon dessein que de vous en parler et je vais attendre pour cela des conjonctures plus favorables, mais puisqu'il en est ainsi, je vous conjure au moins de ne point fâcher et de pouvoir bien entendre mes raisons. Oh, quelle belle raison que tu me donnais, voleur infâme! Je ne mérite pas ces noms-là. J'ai commis une offense envers vous, il est vrai que s'il n'y a rien ici que je ne puisse bien réparer. Et c'est bien mon intention et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Oh, ce n'est pas question d'honneur là-dedans. Ouais. Mais dis-moi un peu, qui t'a porté à cette action? Hélas, monsieur, me le demandez-vous? Vraiment, je te le demande, oui. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour? Oui. Bel amour, oui, bel amour. L'amour de mes louis d'or. Ce ne sont pas vos richesses qui m'ont ébloui. Il y a un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il faut avoir mon bien. Les gitans de mon ordre et la justice pendant effrontée doit faire raison de tout. Je crois vraiment, monsieur, que s'il y a eu du mal, ce n'est que moi qui m'en peux accuser, que votre fille ici n'est aucunement coupable. Mais je crois bien. Vous savez, c'est quand même étrange que ma fille fût trempée dans ce crime. Mais je veux avoir mon affaire et que tu me confesses en quel lieu tu me l'as enlevée. Oui. Je ne l'ai pas enlevée, elle est encore chez vous. Oh, ma cassette. Elle a point quitté ma maison. Monsieur? Oh, mais dis-moi un peu. Tu n'y as point touché, hein? Oh, monsieur est touché. Ah, c'est lui faire tort aussi bien qu'à moi. C'est une ardeur toute pure que j'ai brûlée pour elle. Brûlé pour ma cassette. Je voudrais mieux mourir que de lui avoir fait paraître qu'une pensée offensante.
Elle est trop sage, trop honnête pour cela. Trop honnête que ma cassette. Mais les yeux sur son bornet à jouer de sa vue. Et rien de criminel, ça profanait la passion que ses beaux yeux m'ont inspiré. Aux yeux de ma cassette. Il parle d'elle comme un amant de sa maîtresse. C'est la merluche, monsieur, peut rendre témoignage de cette affaire. On va les complices de l'affaire. Oui, monsieur. Ce n'est qu'après avoir compris l'honnêteté de ma flamme, j'ai été à convaincre votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Enfin, est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer, là? Mais que nous brouilles-tu avec ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. Mais la pudeur de qui? Votre fille! Ce n'est que depuis hier qu'elle s'est résolue à me signer une promesse de mariage. Ma fille, t'as signé une promesse de mariage? Monsieur, de ma part, je lui en ai signé. Oh ciel, votre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez! Engrègement de mal, surcroît de désespoir. Oh, monsieur, faites le but de votre charge et dressez-lui et moi son procès comme larron et comme subordonneur. Comme larron et comme subordonné! Ce sont des noms qui me sont pointus quand on saura qui je suis. Fille scélérate, fille indigne d'un père comme moi, c'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Hein. Tu te laisses prendre l'amour pour un voleur infâme, et tu lui engages ta foi sans mon consentement. Mais vous serez trompés l'un et l'autre. 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite, et une potence pendant réponser me fera raison de ton audace. Ce sera pas votre passion qui jugera l'affaire, et l'on m'écoutera au moins avant que de me condamner. Oui, je me suis abusé de dire une potence, car tu seras rouillé vif. Oh mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie, et ne vous laissez point emporter au premier mouvement de votre passion. Oh, prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez, car il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril, que vous savez que je courus dans le long, et à qui vous devez la vie de cette Ce même... n'est rien. Il aurait bien mieux valu pour moi qu'il te laisse à noyer que de faire ce qu'il a fait. Oh mon père, je vous prie par l'amour paternel. Non, je ne veux rien entendre. Il faut que la justice fasse son devoir. Et que je sois vengé de mes coups de bâton! Oh! Qu'est-ce, Seigneur Artagon? Je vous vois tout ému. Oh, Seigneur Anselme, vous avez devant vous un homme désespéré. Ah, et voilà bien que vous voulez du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans l'honneur, on m'assassine dans le bien. Et voilà un traître, un scélérat, qui a trahi tous les droits les plus saints, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique, pour me suborder ma fille, me dérober mon argent. Qui parle de votre argent, de vous faites un galimatias? Oui, ils sont déjà à l'autre une promesse de mariage. Hein. Oui, mais cet affront vous regarde, Seigneur Anselme, et c'est vous qui devez vous rendre parti contre lui, et faire à vos dépens les poursuites de la justice. Oh, ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cas qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser ainsi que les miens propres. Voilà monsieur qui est un honnête commissaire et qui n'oubliera rien de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut, monsieur. Rendez les choses bien criminelles. Je ne veux pas qu'un crime me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et quand on saura qui je suis... Ouais, je me moque de tous ces fonds et de ces imposteurs qui tirent avantage de leur obscurité et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils s'avisent de prendre. Sachez, monsieur, que j'ai le cœur trop bon pour me parler de quelque chose qui ne soit pas à moi. Et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Oh, tout beau, prenez garde à ce que vous allez dire. Vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Ce quantum à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était donc Thomas d'Alburcie. C'est lui qui m'a donné le jour. Hein. Lui? Oui. Allons, vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. N'avance bien ici qu'il me soit aisé de justifier. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Alburcie? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. Oh, l'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans, l'homme dont vous me parlez, périt sur mer avec ses enfants et sa femme. Oui, mais apprenez pour vous confondre vous, que son fils, âgé de 7 ans, fut sauvé des eaux par un vaisseau espagnol. Et que ce fils sauvé est celui qui nous parle. Et quel témoignage peut vous assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité? Le capitaine espagnol, un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras. Hélas, tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Ma sœur? Oui, mon cœur s'est ému dès le moment où vous avez ouvert la bouche. Votre mère, que vous allez ravir, m'a mis le fond entretenir des désirs
10 000 écus, il m'a volé. Lui, vous avoir volé. Oui, lui-même. Dis ça, maître Jacques. Toi qui le dis. Vous voyez bien que je ne dis rien. Et voilà monsieur le commissaire qui a pris la déposition. Mais tu me crois capable d'une action si lâche. Capable ou non capable, je veux avoir mon argent. Vous ne demandez pas au père, n'accusez personne. Je viens ici vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Ne vous mettez pas en peine. Il est en honneur de je réponds et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. Et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne ou de perdre votre cassette. N'a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez, c'était votre dessein de souscrire à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel, avec un frère que vous me voyez, vient de me rendre un père dont vous avez m'obtenir. Oh, le ciel, mes enfants, ne me redonne pas à vous pour être contraire à vos voeux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Alors, ne vous faites pas dire ce qui n'est point nécessaire d'entendre, et consentez comme moi à ce n'oublie mêlé. Pour me donner conseil, il faut que je revoie ma cassette. Vous devez laisser entier. Pareil que je n'ai point d'argent à donner en mariage à les enfants. Oh, ah non, j'en ai pour deux, que cela ne vous inquiète point. Oui, vous vous obligerez à faire les frais de ces deux mariages. Je m'y oblige, êtes-vous satisfait? Oui. Pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un mariage. Non, À profiter de la détresse qui s'était rejouée de nous présents. Alors, Voilà, messieurs, voilà. Tout doucement, s'il vous plaît. Qui me paiera mes écritures? oh, on a pu faire nos écritures. Ah, moi, faites preuve. Notre paiement, voilà un homme que je vous donne à pendre. Enfin, mais que me faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai. Et l'on veut me prendre pour mentir. Oh, Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc le commissaire? Soit. Alors vite faire part de notre choix à votre mère. Mais